Alors, comment est-ce qu'on analyse la valve tricuspide en échographie? Je commence par la valve tricuspide normale parce qu'on a moins l'habitude de la regarder. Finalement, l'Epstein, c'est hyper rare. C'est 1% des cardiopathies congénitales et donc on n'en voit pas beaucoup, on n'analyse pas beaucoup cette valve tricuspide. Et donc, pour commencer, la valve tricuspide, en plus, il y a 3 feuillets. Et donc, pour pouvoir bien la voir en échographie, qui est une imagerie 2D surtout, il va falloir faire plusieurs coupes. Alors, la coupe, il y a des coupes donc en parasternal, donc grand axe. Quand on bec un peu vers l'inférieur, on dégage la paroi. Ah non, je vais y arriver. Le pointeur, ça doit être ça. Voilà, la paroi inférieure du ventricule droit, la paroi antérieure, c'est donc l'oreillette droite, c'est la coupe de cavité du ventricule droit en parasternal. On dégage le feuillet antérieur. On regarde cette paroi antérieure et le feuillet postérieur. Alors, quand on bec un peu moins, on a un bout du septum et on peut voir aussi un peu du feuillet septal. Voilà, on change de direction. Toujours en parasternal, mais en faisant cette fois un petit axe. On peut... Ah, je vais y arriver. Hein. Donc, au niveau de l'anneau aortique, ici, quand on fait au niveau de l'anneau aortique, on voit le feuillet surtout donc septal, le feuillet postérieur. Et pareil, en becquant un peu, on peut dégager également le feuillet antérieur sur cette vue. Un petit bout du feuillet antérieur, le feuillet septal surtout, et le feuillet postérieur. En cas de cavité, ça, on en a l'habitude. Donc, la paroi latérale, le feuillet antérieur, le feuillet septal. Et enfin, cette vue un peu magique, c'est la vue sous-costale, en petit axe de la valve tricuspide, où on peut parfois apercevoir les 3 commissures et les 3 feuillets sur le même plan, puisque la valve, elle n'est pas sur un plan, hein, elle est un peu en 3D. On arrive à voir les 3 feuillets. Alors ça, évidemment... Ah oui, je vais revenir sur... Alors, pour revenir en arrière, oui, comme ça. Alors, juste donc pour parler à nouveau de l'anneau tricuspide, hein, c'est un anneau effectivement en forme de selle de cheval et qui est très très dynamique. Sa forme change pendant la systole et cet anneau participe à la fonction ventriculaire droite puisque c'est lui qui va amener le sang de l'inlet vers la chambre de Sasse. En fait, le ventricule droit, il n'a pas de force de torsion comme le ventricule gauche. C'est vraiment, le sang est chassé de l'inlet vers l'outlet grâce à la mobilité de cet anneau tricuspide qui change de forme pendant la systole. Alors, le rôle de l'imagerie dans la maladie d'Epstein, c'est évidemment d'en faire le diagnostic d'abord, et le diagnostic différentiel, donc je vais vous montrer une dysplasie tricuspide, faire le diagnostic bien sûr des lésions associées, et puis décrire donc les lésions de la valve, les mécanismes surtout de la fuite, puisque les patients sévères qu'on opère, c'est surtout à cause de cette fuite, et donc sa sévérité. Il faut aussi évaluer la faisabilité d'une plastie, puisque parfois ça se termine en remplacement valvulaire. Hein, donc, savoir un peu à l'avance comment ça va se terminer, c'est pas mal. Et aussi toujours se poser la question, surtout chez les petits-enfants, de la décharge du ventricule droit. Faut-il faire une décharge, donc un Glenn? Et puis enfin, chez les tout petits, alors là, les formes néonatales, savoir aussi évaluer le pronostic. Et il y a un score échographique qui nous aide à évaluer ce pronostic. Alors tout d'abord, le diagnostic de l'Epstein, c'est en échographie le décalage donc normal entre la mitrale et la tricuspide. Il y a toujours donc même chez les patients normaux un décalage entre cette valve antérieure mitrale et le feuillet septal de la tricuspide, qui est un peu augmenté quand le ventricule droit est dilaté. Mais alors, vous voyez, dans la maladie d'Epstein, ils sont tous au-dessus de 8 mm par mètre carré. Donc, c'est ça le critère diagnostique en échographie de la maladie d'Epstein. Voilà, sur une coupe 4 cavités, on le mesure, on le rapporte à la surface corporelle et on a le diagnostic.
Alors, mais vraiment l'essence de la maladie d'Epstein, c'est sur ce schéma, on voit ici, si j'arrive, la jonction atrioventriculaire au niveau de cet anneau. Et bien cette jonction, elle va être décalée vers l'apex et vers la chambre de chasse dans la maladie d'Epstein, avec la partie du ventricule droit qui est entre cet orifice vrai et l'orifice fonctionnel qui est toute lisse, atrialisée, donc c'est-à-dire toute lisse, il n'y a pas de muscle, elle n'est pas muscularisée. Tu me contredis pas. Plus ou moins, en tout cas elle est plus, elle est moins muscularisée, voilà, un peu comme une oreillette. Ouais, voilà. Donc, alors pareil, un petit. Alors là, oui, effectivement, les échographies de Necker, elles rendent moins bien sur cet écran. Ouais. Ici, donc, c'est une forme donc d'Epstein. On voit le plan de l'anneau. Ici, l'orifice vrai qu'on voit ici où passe la coronaire droite. Il faut me croire sur parole. Et puis l'orifice de cette valve d'Epstein qui est décalée vers l'apex et vers la chambre de chasse. On voit aussi par la même occasion une sorte d'atrésie de la valve pulmonaire dans ce cas-là. Alors, hop. Donc, une rotation de l'orifice qu'on n'a pas dans la dysplasie tricuspide. Donc, la dysplasie tricuspide, il y a un vrai feuillet septal qui est délaminé, qui est au niveau, il n'y a pas de décalage anormal par rapport au feuillet antérieur, mais, qui est mal délaminé. Il y a un feuillet septal qui est au niveau de la jonction, là où il devrait être atrioventriculaire, mais qui est mal délaminé. On a les autres feuillets aussi qui peuvent être attachés à la paroi. Et donc, on a un tenting de la valve. On peut avoir des grosses fuites, mais il n'y a pas de rotation de cette jonction atrioventriculaire dans la dysplasie tricuspide. Du fait que tous les feuillets sont insérés au niveau de la jonction atrioventriculaire. On n'a pas non plus de ventricule droit atrialisé pour la même raison. Donc là, je vous fais un petit exemple donc, de dysplasie tricuspide. Vous voyez le feuillet antérieur de la valve mitrale, le feuillet septal. Quand on mesure, il n'y a aucun décalage anormal. Mais vous voyez ce feuillet septal qui est très attaché, de même que le feuillet antérieur. Pareil, sur une coupe petit axe, on voit bien qu'il y a 3 feuillets. Voilà. Le feuillet septal ici, qui est attaché au septum. Bon, je suis désolée, on ne voit pas très bien, mais le feuillet septal et puis le feuillet postérieur et antérieur. Donc ça, je passe rapidement sur cette diapo. Il faut bien sûr regarder également les lésions associées. Donc le PFO, c'est hyper fréquent dans les Epstein. Les communications interventriculaires aussi, on en a vu sur les spécimens. Mais également donc des atrésies pulmonaires, organiques ou fonctionnelles. Mais donc il y a des vraies atrésies organiques dues au fait que s'il y a une grosse fuite, évidemment, il n'y a pas de passage, pas de croissance et donc pas atrésie pulmonaire. Voilà, pour les plus fréquentes. Et quand même, je voulais vous montrer ça. Il y a aussi des cas d'anomalie du ventricule gauche. Il y a même des cardiomyopathies hypertrophiques. Je reviendrai dessus. C'est quand même une anomalie du myocarde. Et il y a une famille où il y a une mutation sarcomérique associée à la maladie d'Epstein. Alors, la classification de Carpentier, elle est évidemment pas du tout corrélée à la sévérité de la fuite. Ça, on est tous d'accord. C'est plus par rapport au développement embryologique et à la précocité de cette malformation qu'on a le stade ici le plus précoce et puis le stade le plus tardif. Alors, je vais quand même vous montrer des échographies. Ouais, là, je veux bien qu'on clique dessus pour qu'elle marche. Donc de ces types en fonction de la sévérité, donc pas de la sévérité de la fuite bien sûr, mais des différents stades de survenue de cette malformation dans le développement. Et là, c'est... ouais, je
ici. Donc un type qu'on dirait peut-être A de Carpentier en tout cas, avec un beau feuillet postérieur qu'on voit ici. Un très beau feuillet antérieur, comme une voile de bateau, on appelle ça. Il est souvent très allongé, mais par contre, il est quand même attaché. Il présente des attaches. Et puis, un feuillet septal ici, qui est complètement accolé au septum sur une longueur assez importante. Et puis, la partie vers l'apex qui est mal délaminée avec des attaches. Et on voit dans cette forme qu'il y a une très bonne coaptation quand même hein, des feuillets. Ça, c'est une vue ventriculaire. On voit les feuillets et puis la coaptation. Ici, on est sur le plan de coaptation de la valve. On voit une parfaite coaptation de cette valve. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, non, c'est bon. Alors là, c'est pareil. Faut cliquer, excusez-moi, oui, je veux bien qu'on clique. Donc pareil, cette vue-là pour vous montrer également donc la maladie d'Epstein, le plan ici de l'anneau vrai, on voit passer la coronaire droite, l'accollement du feuillet, et puis donc cette partie-là donc du feuillet septal qui existe, qui n'est pas complètement à ce niveau-là, à l'apex, pas complètement... il est individualisable du septum, donc délaminé. On voit qu'il y a donc du feuillet septal, du feuillet postérieur et du feuillet antérieur qui ont une bonne mobilité. Et puis des petits défauts de coaptation, là pour le coup, au niveau des commissures antéroseptales et septo-postérieures. On va y arriver. Alors, une forme, donc ce qu'on appelle le type B, c'est finalement de Carpentier, c'est la valve septale, comme elle est toujours, dans l'Epstein, il y a toujours un accolement complet, partiel, mais là, il peut également toucher la valve postérieure. Et dans ce cas-là, la chambre atrialisée va être encore plus importante. Et donc, on va avoir un ventricule droit qui va être plus petit. Et également, la valve antérieure va être plus attachée, de mouvement diminué. Donc ça, je vous montre un petit cas. Il faudrait peut-être appuyer aussi, ça ne tourne pas tout seul. Désolée. Voilà, ici, vous voyez, pour le coup... donc, sur cette vue petit axe, on voit surtout le feuillet ici... antérieur, un tout petit bout de feuillet, alors c'est le feuillet postérieur, là qu'on voit un tout petit bout. Là c'est pareil, on n'est pas sur une vraie 4 cavités, on ne voit pas de feuillet septal, hein. Le feuillet septal il est complètement accolé, on n'en voit pas. C'est un petit bout de feuillet postérieur qu'on voit ici. On le voit également là, feuillet postérieur et le feuillet antérieur. Donc une valve, là pour le coup la valve antérieure, c'est ce qu'on regarde. Dans ce cas-là, il y a une grosse fuite et on voit qu'il y a beaucoup d'attaches apicales de cette valve avec des bandelettes musculaires ou fibreuses qui passent par là et des attaches directes à la paroi. Alors là, on passe sur un type un peu... je veux bien que ça... Je suis désolée, hein, tout à l'heure ça tournait tout seul. Non, bon, on peut garder celle-là. Mais... Voilà, superbe. Alors là, je vous montre un cas où la malformation est encore plus sévère, pas cliniquement, mais en développement de cet appareil valvulaire, avec donc pas de feuillet septal, pas de feuillet postérieur, et puis un feuillet antérieur qui est pas du tout mobile. Vous voyez, quasiment pas mobile. Bon, cliniquement, par contre, c'est un enfant qui va bien. On peut passer... Ah oui, pardon, excusez-moi. Ça, c'est moi. Et pareil, en 3D. Ouais. Un autre cas donc, où on voit ici, en 3 dimensions, qu'il n'y a pas de feuillet septal, pas de feuillet postérieur du tout. On voit juste... Alors, je ne sais pas si c'est un feuillet ou donc c'est plutôt, comme dirait Lucille, alors c'est vraiment une valve encore très muscularisée. On voit que c'est très épais, très rigide, qui ne bouge pas beaucoup, donc à un stade beaucoup plus précoce.
Là, on voit quand même qu'il y a un énorme défaut de coaptation chez ce malade. Et en plus de ça, là, on voit vraiment mal comment ça peut être plastifiable vu qu'il n'y a pas de tissu réellement. Alors, le type D, j'ai l'impression qu'on ne va rien voir. On voit pas grand-chose, désolé. Donc là, c'est un patient qui, vous voyez ici, c'est une grosse, la partie du ventricule droit réalisée, et puis il n'y a pas du tout de valve. En fait, il y a une sorte d'orifice qui permet au sang de passer, et quasiment pas de ventricule droit. Donc là, c'est un petit orifice dans cet entonnoir, mais pas vraiment de valve, en tout cas de feuillet visible en échographie. Donc, je ne vais pas vous redétailler l'opération de Cone, c'est juste pour dire un peu comment on va analyser cette valve finalement en échographie avant une opération. Donc, ce qu'il faut pour faire l'opération de Cone, c'est que donc, le chirurgien il va détacher le feuillet antérieur et postérieur en une seule pièce pour pouvoir faire ce cône ici. Donc, il faut pas mal de tissu pour pouvoir après l'insérer sur un anneau qu'on va rendre plus petit, mais qui est quand même plus gros qu'un anneau normal. Donc, il faut beaucoup de tissu. Pour vous montrer ce qu'il faut qu'on regarde, donc c'est... il faut regarder donc ce feuillet antérieur qui est le feuillet principal pour tout type de plastie tricuspide. Donc il faut qu'il soit en taille suffisant. Il faut qu'il soit pas non plus très muscularisé parce que donc après les attaches, on peut les détacher, donc c'est pas effectivement un gros problème. Quand on a quand même un petit bout de feuillet postérieur, ça aide aussi à faire la plastie. On peut le détacher et ça fait quand même plus de surface valvulaire. Donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a pas mal de tissu valvulaire pour faire une plastie. Et par contre, la valve n'est pas très mobile. Il y a des attaches qui, par contre, peuvent être traitées pendant l'opération. Donc là, je voulais vous montrer. Donc pareil, en 3 dimensions, on voit effectivement assez bien cette surface valvulaire et la mobilité, de même que les attaches. On peut voir si ce sont des attaches directes ou si ce sont des attaches avec des piliers. On voit même les petites fenestrations du feuillet antérieur. Je vais un peu vite pour... Donc, il ne faut pas oublier quand on analyse une maladie d'Epstein, donc de ne pas regarder que la valve, mais de regarder aussi le myocarde et d'évaluer la fonction, la morphologie du ventricule droit, voir si effectivement, par exemple, l'infundibulum, il est bien muscularisé ou si la paroi est très fine. Ça, c'est important. Et il faut aussi, et c'est très important, également évaluer la fonction du ventricule gauche, qui est aussi malade dans la maladie d'Epstein. Il fonctionne moins bien et il est même parfois fibrosé quand on fait une IRM. Il y a de la fibrose dans le myocarde du ventricule gauche. Donc ça, c'est des choses très importantes à évaluer avant parce que s'il y a des anomalies de fonction du ventricule, ça peut très mal se passer après l'opération. Donc, ça rend indispensable de faire une IRM en préopératoire d'une réparation d'Epstein. Donc, pour voir la fonction, je veux bien... Donc, la fonction du ventricule droit. Voilà. Donc, ici, vous voyez un ventricule droit qui a une paroi correcte, qui a une fonction également correcte. Alors, ça, c'est la chambre fonctionnelle. On voit ici la partie atrialisée. Donc, on voit très bien. On voit également les feuillets. On voit la fuite. Et puis, on voit également le ventricule gauche et sa fonction qui est toujours un petit peu altérée, comme je vous ai dit, dans la maladie d'Epstein. On peut voir également les shunts par le PFO, la direction du shunt. On peut même quantifier les shunts à travers le PFO. Et puis surtout, l'IRM permet également de quantifier la fuite, la sévérité de la fuite, puisque parfois, chez les petits-enfants, le symptôme, c'est la cyanose. Alors, est-ce que la cyanose est due à une fuite importante
ou est-ce que c'est dû au fait que le ventricule est petit. Donc c'est important de quantifier cette fuite. Et là, je remercie Francesca qui m'a donné, donc c'est des techniques toutes nouvelles de quête des flots qui permettent de quantifier cette fuite et de vérifier que notre quantification est bonne, puisqu'on peut faire des mesures de flux et donc de débit à travers différents orifices. Donc ici, vous voyez, c'est l'orifice valvulaire donc fonctionnel, l'orifice vrai, la jonction atrioventriculaire. On peut faire des calculs de débit au niveau de l'anneau aortique, de l'anneau pulmonaire et du PFO. Et avec tout ça, on quantifie non seulement notre fuite, mais on vérifie avec les autres débits que notre quantification est bonne. Je veux bien qu'on fasse tourner juste... c'est rapide, c'est fugace. Ah non, pardon. Juste si on met en marche la vidéo. Mais bon. Ah, ça a été rapide. Bon, désolé, bon, c'est pas très grave. De toute façon, c'est fugace. Voilà. L'essentiel, c'est la quantification. Bon, je vais passer. Non, ouais, on va passer. Non, vous inquiétez pas, je vais passer. Voilà, pour aller plus vite. Alors, quand est-ce qu'il faut associer, du coup, une décharge du ventricule droit quand on fait une plastie tricuspide? Je ne vais pas répondre à cette question aujourd'hui, c'est hyper compliqué. Mais bien sûr que quand on a un shunt, un PFO droite-gauche chez un enfant au repos, on se pose la question. Et souvent, chez les petits-enfants, on fait, nous, assez souvent des glennes quand on a un PFO droite-gauche. Alors, quand il y a une dysfonction ventriculaire gauche, ça peut très mal se passer. Je me rappelle d'un patient de Laurence, une patiente de Laurence, chez qui le post-opératoire, à cause de la dysfonction VG, a fait que le glen a très mal marché, qu'elle crachait des moules bronchiques. Et on s'est même posé la question de l'enlever. Et finalement, la fonction ventriculaire gauche a récupéré et le glen marche très bien. Et cette petite fille va finalement bien, mais bien évaluer la fonction du ventricule gauche quand on fait un glen, parce que ça peut sinon... Bon. En tout cas, un glen, quand on a un mauvais VG, ça marche pas très bien en général. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on regarde le ventricule droit. Là, typiquement, je vous montre juste un cas où le ventricule droit, il n'a pas l'air génial. Le muscle a l'air plutôt fin. En deux cavités, pareil. Et en post-opératoire, on a la surprise quand même de... Et puis à l'IRM, c'était pareil. Et puis en post-opératoire, on a quand même la surprise, je veux bien... Bon, une veine cave toute fine. Donc une patiente qui va bien avec une réparation. Il n'y a plus de fuite. L'oreille à droite est toute... voilà, et a diminué de taille. La veine cave est fine. Et donc un ventricule droit qui fait l'affaire. Donc on ne peut pas très bien toujours évaluer... ni en échographie, ni en IRM, ce que donnera ce ventricule en post-opératoire. Mais il faut quand même essayer. Non, je dis qu'elle n'a aucun signe d'insuffisance cardiaque, qu'elle va très bien. On était quand même préoccupés de fermer cette CIA. Et puis finalement, il n'y a plus du tout de fuite et la patiente n'a plus de diurétique et tout s'est très bien passé. Même si on était très inquiets. Et c'est vrai que quand on le voit, on se dit, ben voilà. On a du mal à... Parce que tu dis qu'il faut l'évaluer, mais finalement, tu ne nous donnes pas d'éléments particuliers. Alors, la seule chose, c'est qu'il n'y avait pas de PFO droit-gauche à part à l'effort. Donc, non, mais voilà. Paramètres de fonction pure longitudinale. Mais paramètres globale. De fonction pure, aucun paramètre chez elle. Tous les paramètres étaient mauvais, que ce soit en écho ou en IRM. Et pourtant, le post-opératoire... très facile, très simple. Donc tu mesures aucun paramètre. On les mesure, mais je dis que c'est aucun des paramètres mesurés chez cette patiente. C'est pour ça que je montrais nous a laissé prédire cette bonne fin. Voilà. Et en IRM, tu fais un classement. Parce qu'en plus, avec la grosse fuite, mesurer une fonction VD, c'est vraiment, en plus, dans un Epstein, c'est impossible. Voilà. Est-ce que tu peux conclure, Lira? Oui, je vais conclure. Donc, juste pour montrer juste les formes. Alors, les formes quand même, je voulais parler des formes néonatales, les formes qui sont vraiment physiologiquement différentes des autres, les formes fétales et néonatales, où finalement, le point d'appel, les enfants sont bleus, c'est une cyanose. Avec, c'est des formes très sévères avec des grosses fuites et des atrésies pulmonaires qui peuvent être fonctionnelles ou organiques.
Donc on diagnostique déjà en anténatal avec cette grosse oreillette droite, la partie atrialisée du ventricule droit, l'accollement. En anténatal, on voit déjà aussi s'il y a ou pas une atrésie pulmonaire. Ici, bon, on ne voit pas très bien, mais la valve ne s'ouvre pas. Et donc, c'est des facteurs de mauvais pronostic, le fait que ce soit un diagnostic anténatal, qu'il y ait une atrésie pulmonaire, qu'elle soit fonctionnelle ou organique, qu'il y ait un petit ventricule gauche, la dysfonction du ventricule gauche. Et il y a un score qu'on calcule en échographie, c'est pour ça que je voulais vous en parler. Pour un score pronostic, c'est le score de Gauss ou de Seller-Mayer. Donc, on fait la surface en 4 cavités de la partie atrialisée de l'oreillette droite qu'on rapporte à la surface du ventricule droit fonctionnel, du ventricule gauche et de l'oreillette gauche. Et voilà, ça permet effectivement de prédire la mortalité. Alors c'est une vieille étude, hein, ça date de la fin des années 90 où on n'opérait pas autant les tout petits enfants, mais quand même donc une mortalité très importante quand on avait un score supérieur à 1 chez ces patients-là. Donc, ce qui quand même incite à être un peu plus peut-être invasif chez ces patients tout petits et d'essayer de les réparer. Bon, ça, on n'est peut-être pas tous d'accord, effectivement, j'ai vu la polémique. Mais donc là, c'est le cas d'une petite fille qui avait cette maladie d'Epstein que je vous ai montré, diagnostiquée en anténatal avec une atrésie pulmonaire. Je vais passer rapidement. Mais donc, on a... pardon, je vais quand même montrer les feuillets. Je veux bien qu'on passe, je ne sais pas si on la voit bien ou pas, celle-là. Bon, elle avait donc cette forme dont je vous ai dit très sévère, mais on voit quand même qu'il y a pas mal de tissus valvulaires avec beaucoup d'attaches, mais une valve qui a pas mal de tissus. Et donc, pas de dysfonction ventriculaire gauche. Donc, on a décidé de l'opérer et finalement, en post-opératoire, le résultat n'est pas magnifique, mais la patiente, elle est quand même beaucoup mieux. Donc, comme dit, voilà, on n'a pas toujours des bons résultats, mais c'est des résultats cliniquement, en tout cas, significatifs. Donc, dans ces formes-là. Bon, donc, juste pour conclure, faire le diagnostic, donc c'est ce décalage entre mitro-tricuspidien supérieur à 8 mm par mètre carré et la rotation de l'orifice tricuspide. En préopératoire, toujours faire une échographie, une IRM, pour l'indication de la plastie et sa faisabilité, bien regarder la taille et la mobilité des feuillets, évaluer bien sûr la fonction des deux ventricules, et se poser la question de faire une DCPP, un Glenn, et puis les prises en charge des formes néonatales qui sont beaucoup plus complexes et à étudier au cas par cas. Merci.